Les premiers missiles balistiques ukrainiens frapperont massivement Moscou dès cet automne, précisément au moment où Vladimir Poutine prépare la mobilisation et l'instauration de la loi martiale. C'est ce qu'a déclaré le concepteur en chef de l'entreprise ukrainienne Firepoint, Denis Shtillerman. Voici sa citation. « Je pense qu'à l'automne, nous testerons déjà notre missile balistique contre la Russie. La première cible, c'est Moscou et certaines de leurs entreprises militaires protégées. Actuellement, selon lui, la phase finale des essais est en cours, et après les vols d'essai, les vols vers le territoire russe commenceront déjà. » Eh bien, en Russie même, entre-temps, on entend un mot qui, il n'y a pas si longtemps, était impensable. La publication Verstka, citant des sources au sein des autorités fédérales et régionales, à la Douma d'État et proche du Kremlin, rapporte qu'une partie du appareil sécuritaire appelle Vladimir Poutine, après les élections de septembre à la Douma d'État, à instaurer la loi martiale dans toute la Russie. Et voici comment l'un des sources le formule. La situation du pays devient de plus en plus grave, et sans thésures extrêmes, il se peut qu'il ne soit pas possible de la stabiliser. Eh bien, il serait temps de plonger toute la Russie dans une guerre totale. Aujourd'hui, nous allons tout analyser dans cet épisode. À quel point une frappe balistique sur Moscou est-elle réaliste, et surtout, avec quoi? Quel genre de loi martiale prépare le Kremlin? Comment s'est passée la guerre cette nuit? Quelle attaque a visé la Russie aujourd'hui? Quelles conséquences ont eu les frappes récentes? Là-bas, de l'arrêt de la raffinerie de pétrole à Tyumen jusqu'à, à la préparation de la nourriture sur des feux de camp dans les cours de Yalta. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés. Je vous serai donc reconnaissant pour chacun de vos abonnements. Abonnement. Alors, commençons cet épisode par l'annonce retentissante des frappes sur Moscou. Parce que cette déclaration a provoqué une réaction, comme on dit, des deux côtés du front. Denis Shtillerman, c'est le copropriétaire et le concepteur en chef de l'entreprise Firepoint. Une entreprise qui produit déjà le missile de croisière Flamingo. Et voilà, tous ces drones FP1 qui frappent actuellement les entrepôts Wildberries en Russie et les raffineries de pétrole. En général, ces beaux drones. Des drones avec cette partie arrière triangulaire. Maintenant, parlons du missile balistique. Selon Shtillerman, tout est prêt pour le missile balistique ukrainien FP9, sauf la mise au point finale du moteur. Il ne reste plus qu'à effectuer les essais du moteur et les tests en vol. La portée d'un tel missile est de 850 km. Eh bien, jusqu'à Moscou, depuis le territoire contrôlé par l'Ukraine, cela rentre justement dans ce rayon. En somme, ça peut l'atteindre. À la question directe de savoir quand le premier missile balistique ukrainien sera lancé sur Moscou, Shtillerman a répondu brièvement « à l'automne de cette année ». Il n'a pas précisé de mois, seulement que ce serait à l'automne. Mais Shtillerman a défini les objectifs ainsi. D'abord Moscou et les entreprises militaires bien protégées. En même temps, il a souligné que, bien sûr, ce sont les militaires qui déterminent finalement les objectifs. Mais selon lui, bien sûr, il s'agira de cibles importantes, dès les premières frappes. En gros, dès les tout premiers tirs, il faut frapper des cibles majeures en Russie. Shtillerman s'est également dit convaincu que la défense antimissile russe ne pourra pas intercepter le missile ukrainien. Et c'est précisément cela, selon lui, devrait impressionner Moscou et les habitants de Moscou. Un autre détail concernant l'échelle. Il n'y a pas si longtemps, Shtillerman disait qu'il était prévu d'en fabriquer 10 à 20 de tels missiles pour les premiers lancements. Et après les frappes sur des cibles emblématiques à Moscou, Kiev pourrait tenter de convenir avec la Russie de ne pas frapper des cibles civiles. L'idée serait de frapper très durement Moscou en particulier, créer le chaos là-bas, et ensuite proposer à Poutine une trêve aérienne pendant que les moscovites courront en panique. Dans quelle mesure tout cela est-il réaliste, sans trop d'optimisme? Car je lis déjà que certains écrivent carrément que c'est un fait acquis, que c'est une certitude. Ils écrivent « tout se passera à l'automne », presque le 1er septembre. Des missiles balistiques vont sûrement viser Moscou. Soyons honnêtes, arrêtons de nous bercer d'illusions. D'un côté, il y a une vraie entreprise avec un vrai produit derrière cette annonce. Flamingo. Le missile Flamingo est déjà utilisé contre la Russie et c'est un fait, ce n'est plus une promesse. D'un autre côté,
Un missile balistique est un produit bien plus complexe qu'un missile de croisière. Même Stielermann reconnaît que le moteur est encore en amélioration. De plus, l'apparition de missiles balistiques avait déjà été confirmée dès le début de l'été par le ministre de la Défense de l'époque, Mikhail Fyodorov. Donc ce n'est pas une menace en l'air, mais cela n'arrivera pas non plus dès demain. L'horizon réaliste, selon le développeur lui-même, c'est l'automne. Et cela à condition que les essais soient réussis, car, je le répète, le moteur n'est pas encore prêt. Le cœur chargé de lancer la fusée n'est pas encore totalement prêt. Mais il est révélateur de voir à quel point cette annonce a été accueillie nerveusement en Russie. Les experts militaires locaux ont immédiatement commencé à appeler à intensifier les frappes contre l'Ukraine avant que l'Ukraine ne frappe Moscou. Mais en réalité, ces Russes s'emportent un peu. Ils peuvent aussi appeler Poutine à intensifier les frappes. Mais il y a une limite aux possibilités. Je pense qu'ils ont déjà dépassé la limite, disons-le comme ça. Quelqu'un se souvient-il maintenant d'Oreshnik? Vous vous souvenez, ils ont frappé 2 fois, 3 fois l'Ukraine avec Oreshnik, dans l'espoir que les Ukrainiens commencent à trembler de peur. Dire « Mon Dieu, non, la prochaine sera une ogive nucléaire. Non, Poutine, s'il te plaît, arrête-toi. » C'était le calcul, ça n'a pas marché. Quelqu'un parle encore de cette Oreshnik? Non, on ne s'en souvient même plus. Même Poutine l'a déjà oublié. Il s'en souvient car, pour lui, c'est la honte de sa vie. Je vous le rappelle, l'un d'eux a frappé un territoire occupé dans la région de Donetsk. C'est-à-dire qu'il visait Kiev, mais ça a atterri quelque part à Donetsk. Donc ici, quand ils appellent à cette escalade, il faut comprendre qu'il y a une limite à leur capacité. Mais il est aussi important de ne pas oublier l'effet psychologique de telles déclarations. Et il est important de se rappeler que les menaces de frappe balistique sur Moscou s'ajoutent à la crise interne en Russie même, où l'on parle sérieusement de la loi martiale. Selon le journal Verstka, les responsables russes n'excluent pas l'instauration de la loi martiale immédiatement après les élections à la Douma d'État en septembre. Le passage à la loi martiale est soutenu par certains représentants de l'appareil sécuritaire, qui estiment que les autorités doivent, je cite, arrêter de faire des manières avec la population et commencer à faire la guerre avec tout le pays. En gros, on a déjà essayé trop longtemps de protéger les petits Russes d'une guerre à grande échelle, il est temps de les entraîner tous dans cette guerre, les jeter dans ce chaudron, qu'ils brûlent, que ces Ivans russes crèvent, mais c'est fini maintenant. Que signifie la loi martiale en pratique en Russie ? Selon la législation en vigueur de la Fédération de Russie, la loi martiale est instaurée par un décret présidentiel, en l'occurrence par le nain en peluche Vladimir Poutine, de facto pour une durée illimitée, et prévoit un couvre-feu, la restriction des déplacements des citoyens, l'envoi forcé de personnes dans les entreprises de défense, la réquisition de vos biens russes pour les besoins de la défense. On a besoin d'une voiture, elle est prise. On a besoin de votre appartement, il est confisqué. On a besoin de vos économies à la banque, elles sont retirées, et tout est envoyé à la guerre. Et ensuite, l'annulation des élections et la censure totale, plus le gel des activités des partis et des organisations de la société civile, et l'interdiction de toute manifestation de masse. En somme, contrôle total, censure, dictature, tout le monde sous contrôle, tout le monde sous les ordres. Si tu as de l'argent, donne-le pour la guerre. Si tu as une voiture, donne-la pour la guerre. Une vie, donne-la pour Vladimir Poutine. Quels peuvent être les déclencheurs ? Voici les sources de Verstka. Il cite 2 déclencheurs principaux. Un grave échec sur le front, soit une forte baisse du rythme de recrutement pour la guerre. Ils étaient déjà tombés à leur niveau le plus bas depuis 3 ans, début 2024. Même pour un contrat, ils sont plus aussi enthousiastes. En plus de la loi martiale, des sources n'excluent pas une nouvelle mobilisation, un durcissement de la législation sur les devises, et l'interdiction de quitter le pays pour certaines catégories de citoyens. Les marchés asiatiques utilisent des données plus anciennes, que nous avons évoquées sur cette chaîne YouTube, mais les Russes sauvages n'y croient toujours pas. L'Institut américain pour l'étude de la guerre a constaté que le Kremlin crée une base juridique pour la mobilisation et se prépare entre autres à d'éventuels troubles civils. Eh bien, Vladimir Zelensky, je vous rappelait l'arithmétique qui explique tout cela. En fait, depuis le début de cette année, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a recruté 221 000 militaires sous contrat. Cela peut sembler beaucoup,
mais les pertes des occupants pour la même période ont atteint 225 500 personnes, dont 131 000 ont été tués. Autrement dit, le recrutement de contractuels ne couvre même pas les pertes, sans parler d'une quelconque réserve stratégique. Selon l'estimation de Zelensky, la mobilisation sera annoncée après les élections du 20 septembre, et de 300 000 à 500 000 personnes seront envoyées au front. Mais ici, une contradiction très révélatrice apparaît. Alors que les forces de sécurité en Russie discutent de la loi martiale et de la mobilisation, les députés de la Douma d'État ont déjà, en une semaine, appelé publiquement à 2 reprises les Russes à ne surtout pas croire à ces rumeurs de mobilisation. Disons-le comme ça. Quand le pouvoir nie avec autant d'insistance quelque chose qu'on ne lui a même pas directement demandé, cela confirme généralement le problème, au lieu de le résoudre. Encore une fois, en Russie, personne n'a demandé à ces petits députés s'il y aurait une mobilisation ou non. Mais pour une raison quelconque, ils viennent et disent qu'il n'y en aura pas. Vous n'avez rien demandé, mais nous allons vous dire qu'il n'y en aura pas. Ne croyez pas ces rumeurs, calmez-vous, pas besoin de fuir. Et la population de la Russie le ressent. Sur fond de rumeurs concernant une seconde vague de mobilisation, les Russes ont commencé massivement à chercher un logement en Arménie. L'Arménie est l'un des rares pays où un Russe peut encore se rendre sans visa, et même parfois sans passeport international. Voilà. C'est un indicateur direct de l'état d'esprit des Russes. Autrement dit, les gens se préparent à fuir la Russie à l'avance. Apparemment, ils vont moins volontiers au Kazakhstan, car l'accueil y est moins chaleureux. Quant à la Géorgie, il n'est plus possible de s'y réfugier non plus. Alors ils ont décidé de tous partir en Arménie. Ils n'auront pas le temps, mon frère. Les pompiers ne peuvent pas. Et ici, ils n'auront pas le temps. Et là-bas, ils ne pourront rien faire. Regarde, en ce moment, c'est comme une maison d'allumettes. Ils l'ont détruit avec des tirs d'artillerie. Et maintenant, parlons de la nuit agitée qu'a connue la Russie. Dans la nuit du 28 juillet, selon le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, près de 400 drones ont été lancés en direction de la capitale de la Fédération de Russie, dont 81 ont été interceptés près de la ville. Je répète, près de 400 drones en une seule nuit, rien que dans la direction de Moscou. Qu'est-ce qui a été touché dans la région de Moscou ? L'usine de régénération de Tchekhov, dans la ville de Tchekhov, a été frappée. C'est une entreprise spécialisée dans le recyclage des pneus usés. Là-bas, la chute d'un drone a provoqué un incendie spectaculaire en enflammant les pneus. Eh bien, les images m'ont plu. Un entrepôt a également été attaqué dans le village de Kaledina à Podolsk. Là-bas, un entrepôt d'une société logistique indépendante, 3PL, a pris feu, à côté duquel se trouve le centre de distribution Wildberries. Je pense que la véritable cible était Wildberries, mais à cause du fait que les Russes maladroits ont commencé à brouiller le drone ukrainien, il a dévié de sa trajectoire et a frappé un peu à côté des entrepôts visés. L'essentiel, c'est que les entrepôts brûlaient encore. Selon le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobiov, plusieurs dizaines de drones ont été abattus au-dessus de Domodedovo, Podolsk, Ramenskoï et Kolomna. Un autre objectif important de cette nuit était la raffinerie de pétrole de Tyumen. Après l'attaque du drone, l'usine a arrêté le traitement du pétrole brut. Selon les chaînes de surveillance, c'est l'unité de traitement approfondi du gazole qui a été touchée. Tyumen, je le souligne, se trouve à près de 2000 km de la frontière. La réaction des autorités locales est d'ailleurs très révélatrice. Ainsi, le représentant de Vladimir Poutine dans le district fédéral de l'Oural, Artyom Yoga, a déclaré que l'attaque, je cite, a un caractère de propagande. En effet, aujourd'hui, Tyumen célèbre son 440e anniversaire. Cependant,
la célébration de la fête de la ville a tout de même été interrompue et les lieux de festivité ont été bouclés. C'est intéressant, pourquoi les ont-ils bouclés? C'est ça qui m'a fait le plus sourire. Imaginez, n'est-ce pas? Vous avez une menace d'attaque de drones qui plane au-dessus de la ville. En cas d'alerte aérienne, il faut selon moi quitter rapidement la place ou un lieu similaire pour se mettre à l'abri. Mais les Russes sont tellement stupides qu'au lieu d'annuler les célébrations ou autres, ils ont encerclé ces gens. Je sais pas, peut-être que c'est pour que si un autre drone arrive, il ne puisse pas s'enfuir ou quelque chose comme ça. Ah, en gros, Tumen, bonne fête. Vous y fêtez vos 440 ans, pourvu que cette ville de Tumen brûle complètement. C'est Tumen. Voilà, débrouillez-vous vous-même. Ah, en général, les frappes contre les raffineries de pétrole et la logistique, ce ne sont pas des frappes ponctuelles et spectaculaires, vous savez. Non, elles ont des conséquences cumulatives pour eux. C'est, vous savez, comme les sanctions. Elles ne fonctionnent pas immédiatement, mais avec un effet différé. Voilà. Et ces conséquences ont déjà commencé à toucher toute l'économie russe et la vie quotidienne, ce qui est important. Analysons cela étape par étape. D'abord, la crise du carburant a atteint aujourd'hui les chemins de fer. La compagnie ferroviaire russe RJD est confrontée à une pénurie de diesel pour les locomotives. La pénurie de diesel, due aux frappes sur les raffineries, affecte désormais le transport ferroviaire. C'est-à-dire la colonne vertébrale de la logistique russe, par laquelle transitent notamment des cargaisons militaires. Eh bien hier, les militaires russes ont reçu l'ordre de rationner le ravitaillement en carburant des véhicules militaires. On dit qu'il n'y a pas assez de diesel, non seulement pour les civils, mais même pour les militaires, il n'y en a plus assez. Deuxièmement, l'électricité. À Yalta, sous occupation, en raison du manque d'électricité, on a commencé à installer ce qu'on appelle des cuisines communes dans les cours des immeubles. Les gens préparent la nourriture ensemble, juste là, dans les cours, dans la rue, faute d'électricité dans les maisons. Cela résulte directement des frappes sur les infrastructures énergétiques de la Crimée et la logistique alimentant la Crimée en carburant. D'ailleurs, hier sur ma chaîne Telegram Pesci News, le lien est dans la description de cette vidéo, j'ai justement publié une information amusante d'Oleg Tsarev. Vous savez qui c'est? C'est un transfuge d'Ukraine qui se plaignait hier que le générateur chez les habitants de Yalta, d'un habitant de Yalta, il se trouve actuellement à Yalta, il dit que les générateurs brûlent simplement. Il dit « t'achètes un œuf, en 1 ou 2 jours il grille ». Pourquoi? Le carburant diesel est de mauvaise qualité. Ils ont déjà essayé avec de l'essence de qualité, de l'essence 95. Et pourtant, en 1 ou 2 jours, ce générateur grille. Quand on ouvre, les soupapes, elles s'effondrent, tout simplement. Il dit qu'il y a tellement de calamine que les cylindres explosent simplement à cause de l'allumage du carburant à l'intérieur. Bref, allez sur la chaîne Telegram, lisez, c'est tout un tableau, c'est très drôle à voir. Et troisièmement, c'est l'économie des assurances. Après une série de frappes sur les entrepôts des marketplaces, le coût de l'assurance contre les frappes de drones pour les vendeurs sur Ozon a été triplé. Les entreprises intègrent le risque des attaques de drones dans leurs coûts. C'est déjà un changement systémique et la reconnaissance que les frappes sont devenues un facteur permanent. Autrement dit, ce n'est pas simplement qu'ils ont commencé à frapper les entrepôts, que la défense antiaérienne s'est ressaisie et a commencé à protéger. Non. Les assureurs comprennent qu'en Russie, la défense antiaérienne n'assure aucune protection. Voilà, ils disent on triple le coût de l'assurance car les drones continueront de voler et de brûler ces entrepôts. Cela me rappelle une situation, vous vous souvenez, au début, à la 2e année de la guerre à grande échelle. Là-bas, les habitants de Belgorod criaient « DCA! Notre DCA va tous nous protéger !» On dirait qu'il n'y a plus du tout de DCA en Russie. Et quatrièmement, c'est la question du raffinage du pétrole en général. La raffinerie de Tyumen, qui a arrêté le raffinage aujourd'hui, c'est la suite d'une longue série. Je rappelle qu'auparavant, plusieurs raffineries y ont arrêté leur activité en même temps, et selon les informations disponibles, on parvient à rétablir moins de la moitié des usines endommagées. Plus de la moitié reste à l'arrêt, car il n'y a même pas de quoi les réparer. Et je rappelle aussi que la raffinerie de Moscou qui avait été attaquée en juin n'a toujours pas été remise en service. Vous vous souvenez des images avec le couvercle du réservoir arraché? Cette usine n'a toujours pas repris son activité. Elle est en réparation. Mais au Kremlin, comme on pouvait s'y attendre, ils ont décidé de présenter tout cela comme une grande victoire du peuple russe. Sur fond d'usine à l'arrêt, de pénurie de carburant, alors qu'on parle de loi martiale, le Kremlin a déclaré que la Russie se trouve dans une crise idéale. Comme l'a déclaré le porte-parole du Kremlin Peskov, je cite,
Cette crise a rempli toute notre vie d'idées. Autrement dit, on propose de percevoir les problèmes comme une occasion de se rassembler. C'est l'exemple direct de ce que nous avons évoqué lors de l'analyse des propos de Vladimir Poutine hier. Le pouvoir en Russie essaie de transformer ces difficultés de la guerre en un outil de mobilisation des esprits, parce qu'il n'a pas de véritable bonne nouvelle à annoncer. Et il est possible de mobiliser la société de deux manières. Soit en montrant des succès sur le front ou ailleurs, dire « voyez comme nous sommes grands ». Ces grands Russes diront « oui, nous sommes grands et unis ». Et le deuxième facteur, c'est, de tabasser ces Russes tous les jours. Ces Russes ne peuvent tout simplement pas redresser le dos et dire « pourquoi vous vous plaignez? Unissez-vous ». C'est, comme l'a déclaré Peskov, une crise parfaite. Conclusion. L'Ukraine annonce l'apparition à l'automne de ses propres missiles balistiques visant Moscou et des usines militaires. La menace est réelle, mais pour l'instant, ils sont en phase de test, et selon le développeur lui-même, l'horizon réaliste est l'automne. Et c'est justement pour cet automne que tout converge en Russie même. Les élections à la Douma d'État auront lieu le 20 septembre, après lesquelles les services de sécurité proposent d'introduire la loi martiale, avec couvre-feu, censure et travail forcé dans l'industrie de la défense. Et une mobilisation probable de 300 à 500 000 personnes. Tout cela sur fond de frappes incessantes. Près de 400 drones en une nuit sur Moscou. Des raffineries de Tyumen arrêtées et des entrepôts en feu. Et sur fond de conséquences qui se sont déjà enracinées dans la vie quotidienne russe. Voilà ce qui est important. Ces conséquences deviennent la norme. Et le manque de diesel au chemin de fer russe, ces cuisines communes dans les cours de la sombre Yalta et les assurances qui ont triplé sur Ozon. Mais le Kremlin appelle tout cela une crise idéale et propose simplement de s'unir. Et pourtant, ils avaient si joliment commencé leur opération militaire spéciale. Et maintenant, c'est une crise idéale. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube indépendante, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don via les liens et coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.